Bonjour Madame Dacly. Bonjour. Je vous en prie, nous sommes très heureux de vous accueillir à travers ce Zoom. Nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Alors d'abord, laissez-moi dire que je suis très désolée de ne pas être avec vous et que je pense que j'avais beaucoup plus de choses à apprendre que vous n'en aurez à m'écouter pendant ces brèves minutes. Le titre qui a été donné est très précis. Finalement, ce que je vais dire va plutôt être un peu plus général, je pense. Il m'a semblé utile, à partir d'une position qui est la mienne, qui est un petit peu, disons, marginale par rapport à toutes ces questions que vous soulevez pendant ces discussions. Et il m'a semblé que c'était intéressant en tant que spécialiste du monde arabe contemporain et donc de l'Afrique du Nord plus précisément, d'apporter un éclairage qui soit à la fois l'éclairage des sciences humaines et sociales d'où je viens et plus particulièrement des sciences historiques et aussi un éclairage, disons, du Nord de notre continent commun. Et cet éclairage, j'ai voulu le centrer sur cette expression finalement de société civile et voir comment elle travaillait ou elle était travaillée par la manière dont moi je l'interroge là où je suis, puisque un des présupposés, me semble-t-il, c'est de parler à partir de là où on se trouve. Et là où je me trouve moi, c'est un endroit où j'essaye de comprendre ce que nous disent, disons, les sociétés au pluriel. Et on ajoutera civil et on verra ce que ça donne. Donc à partir de ces expériences du nord de l'Afrique et de mon travail sur l'histoire sociale et une histoire sociale du politique, c'est-à-dire du lien entre les sociétés et la fabrique du politique, la manière dont on fabrique du politique. Il me semble qu'il y a plusieurs manières d'approcher ces questions et je voudrais essayer d'insister ici sur quelques points qui me semblent au cœur de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour situer aussi ma réflexion, hein, je mentionne que je suis historienne, et ça je l'ai déjà dit, mais aussi que j'ai fait partie du comité Membe, hein, qui a préparé le rapport remis au président Macron sur les nouvelles relations entre le continent africain et la France. Et c'est dans cette réflexion-là, disons, que j'essaie de faire émerger, ou que nous essayons tous ensemble de faire émerger d'autres manières de faire, et des manières de faire qui ne sont pas forcément résumables à des nouveaux mots qu'on pourrait utiliser pour qualifier les relations ou qualifier les manières de faire la politique, mais plutôt peut-être des manières de réentendre d'anciens mots. Donc je vais commencer par le mot de société et essayer de voir ce qu'on peut lui faire entendre aujourd'hui. Je crois d'abord que la première chose qui enrichit nos compréhensions des sociétés et notre façon de faire société, c'est une approche qui varie des échelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a beaucoup parlé, disons, ces 20, 30 dernières années, de l'échelon local, d'expérimentation locale. Et on a beaucoup parlé aussi, évidemment, de globalisation, et on a beaucoup mis en regard, hein, finalement, des approches qu'on, parfois, on cherche à réunir. Hein, on parle de local, d'articulation des échelles. Mais si on prend cette affaire au sérieux, elles mettent en jeu, ces échelles, à chaque fois, des échelons ou des échelles d'appartenance ou des échelles de compréhension du monde qu'on porte chacun et chacune en nous et qui révèlent des notions qui ont à voir avec notre manière non seulement d'habiter le monde, mais aussi de l'habiter en société, hein, en citoyen, si on dit. Et par exemple, l'échelon local, dont on dit souvent qu'il est un échelon de pratique, hein, de l'expérimentation, c'est aussi celui dans lequel se jouent des questions liées à l'intime, à la famille, à la communauté. L'échelle régionale ou l'échelle nationale, qui par exemple dans le cadre de ce sur quoi moi j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire les mobilisations qu'on a appelées les révolutions arabes, hein, il y a plus de 10 ans aujourd'hui, on a vu un retour, hein, de l'échelle nationale dans une façon de mettre
en scène une appartenance, en particulier par le retour au drapeau, le retour à la souveraineté. Et ces questions de souveraineté, elles ont été mentionnées, on les mentionne par exemple quand on parle de souveraineté alimentaire. Et on a pu faire semblant de croire que cet échelon n'était plus si important. Et il semblerait que dans des circonstances qui sont celles dans lesquelles on vit aujourd'hui, mais quand on appelle ça des circonstances de crise, on peut vouloir dire par là aussi que ce sont des moments de révélateurs de quelque chose, du lien qui nous attache, en particulier dans les pays post-coloniaux, à cet échelon de la souveraineté nationale. Et le réinvestir en société, ça a du sens aussi. Quant à l'échelle globale, dont on a évidemment beaucoup parlé, il s'agit aujourd'hui de la comprendre aussi comme une échelle de l'interconnexion. Chacune de ces échelles, donc locale, nationale, régionale, disons, ou globale, mettent en défi, d'une certaine manière, notre manière d'habiter au monde et aussi notre manière de percevoir nos moyens d'agir. Je crois que ça, c'est extrêmement important dans la manière de comprendre des nouvelles façons de faire. Disons que je dirais qu'une partie des dysfonctionnements qu'on a pu observer de notre monde qualifié de néolibéral est de nous priver de la possibilité de circuler entre ces différentes échelles. Certains acteurs seraient confinés ou condamnés à l'échelle locale, d'autres appréhenderaient leur action à l'échelle nationale ou régionale, et d'autres encore à l'échelle globale. Et évidemment, on entend une forme de domination, en tout cas d'échelle de valeur, à partir qui correspondent à chacune de ces échelles. Qu'est-ce que cette hiérarchie des échelles, elle a, à mon avis, fabriqué de l'impuissance. Et elle n'a cessé de fabriquer de l'impuissance, qui met les acteurs des sociétés dans une position où ils se sentent ou ne se sentent pas en capacité d'accéder. De mettre au centre cette question de l'accès au fonds, bien sûr, au financement, l'accès au territoire par la mobilité possible de certains, la mobilité impossible pour d'autres, la mobilité bloquée ou la mobilité ouverte, évidemment, de l'échelle globalisée. Cette impression, elle n'est pas qu'une impression, elle est évidemment liée à des réalités concrètes sur lesquelles il semble que on ne peut pas penser une nouvelle relation entre des espaces et entre des personnes sans prendre en compte sérieusement ces écarts d'échelle ou ces écarts de présence au monde. Pour ceci, il me semble que le mot de tissage ou les mots de maillage et de tissage devraient, disons, toujours être au cœur de nos actions. La deuxième chose dans ce que ça fabrique, cette affaire d'échelle, c'est que ça donne l'impression qu'il faut aller du plus simple, ou que ça va du plus simple au plus complexe. Or, je ne suis pas certaine que ce soit si vrai. Ça met au centre le monde que nous habitons dans sa complexité, mais il est vrai, au centre, quelque chose qu'on pourrait appeler le savoir, un certain savoir. Mais là aussi, qui est-ce qui sait ? Est-ce que c'est forcément ceux qui sont à l'échelle la plus globale qui maîtrisent le plus la compréhension, par exemple, du vivant, la compréhension des réalités sociales les plus complexes ? Et là, ça a été aussi un des effets de l'organisation du monde globalisé que de délier, que de contribuer à délier les connaissances et à faire en sorte que l'expertise savante se situe à un lieu, dans un espèce de lieu surplombant, qui lui permettrait d'édicter ou de donner des normes pour qui s'appliqueraient par ruissellement à d'autres échelles. Il me semble là aussi, et c'est aussi comme ça qu'on peut travailler avec les sciences sociales, qu'une des manières de faire serait de donner sa place à un savoir, à des savoirs qu'on peut qualifier de populaires, qu'on peut qualifier de locaux, mais surtout de donner à chacun la possibilité de se ressaisir de sa capacité à savoir, à la fois à son échelle, pour son échelle, mais aussi pour plus loin que son échelle ou pour plus haut que son échelle, sans être méprisé ou mal considéré pour cela. Ce qui signifie que penser une nouvelle relation entre les sociétés des différents continents, c'est aussi penser ces fameux lieux du savoir et essayer de les considérer ou de les mettre sur un plan d'égalité, que ce soit des savoirs pratiques, corporels, des savoirs venus de l'expérience au sens fort,
qui ne sont pas forcément des savoirs reconnus comme, disons, abstraits et de l'ordre du discours. Mais aussi reconnaître ce qu'on pourrait appeler des pratiques de traduction. Alors ça va bien sûr, ça passe par la question des langues, du multilinguisme et des traductions entre les langues, mais aussi des traductions entre les savoirs et entre les pratiques. Traduction considérée comme une pratique en réalité qui est une pratique de réciprocité entre les différents langages du monde. Donc là, ce sont quelques pistes pour comprendre ce que j'entends moi ou ce qu'on essaie d'entendre nous dans cette réflexion par la société ou les sociétés, non pas une addition de sociétés étanches, mais bien des liens qui peuvent être des liens conflictuels ou de compétition, mais surtout pas des sociétés dans lesquelles on met en série des réalités étanches les unes aux autres. Le deuxième grand aspect, si j'ai encore un peu le temps, de cette opération de compréhension que j'essaie de mener devant vous, c'est ce qui concerne ce qu'on appelle civil. Ce qu'on appelle civil dans la locution bien connue de société civile a fini par devenir quelque chose comme un mot valise où on n'entend pas les résonances, ou on n'entend pas toujours les résonances de ce mot civil. Et la manière dont ce mot civil vient toucher très fortement à la question politique. Et là, je vais m'ancrer de manière plus directe sur l'expérience des sociétés du monde arabe depuis une dizaine d'années. Bon, il y a plus de 10 ans, comme vous le savez, il y a eu des soulèvements en Afrique du Nord en particulier, et ces soulèvements ont remis au centre plutôt la notion de faire peuple. En arabe, sha'b, le peuple, a repris comme une forme disons, de force ou d'effectivité pour désigner quelque chose qui est en réalité des sociétés en mouvement, sociétés en marche. Et ces sociétés, dans les différents langages justement et les différentes traductions qui les ont caractérisées, elles ont aussi affirmé la centralité du civil, madani en arabe. Il est important de se rappeler toujours un petit peu ce que ça signifie de mettre en avant cette question du civil, qui par exemple a été adoptée dans la deuxième constitution tunisienne comme une des caractéristiques de l'État tunisien, qui est devenu un État civil. Il est important de se rappeler donc ce que ça signifie et comment ça s'articule à la question du pouvoir. Quand on emploie société civile, on n'entend pas, mais quand on l'entend, et en particulier quand on l'entend en arabe et dans les contextes que je connais le mieux ou le moins mal, on entend deux oppositions. Ce que n'est pas le pouvoir civil, c'est un pouvoir militaire, pour commencer, donc un pouvoir non armé. Quand on pense à des sociétés civiles, en fait, on pense paix, on pense la paix, on pense hors de la catégorie du militaire et de l'emprise du militaire sur le politique. Et la deuxième chose que ça n'est pas, c'est que ce n'est pas un pouvoir religieux. Et donc, c'est un pouvoir séculier. Évidemment, on pourrait dire que ça s'oppose encore à d'autres choses. Mais dans les contextes dont je parle, c'est très important de voir pourquoi ça se situe dans des pouvoirs non militaires. Bon, là, ça paraît assez évident si on pense à des expériences comme le régime égyptien, par exemple, ou d'autres régimes qui est toujours malheureusement gouverné par des puissances militaires. Et la question du séculier, elle se pose aussi à un autre lieu, je vais y revenir. Même si l'usage de société civile ou de pouvoir civil, est devenu commune dans les années 2000, venu des ONG et de l'usage que les ONG en font, en particulier dans la locution société civile. Ce que je pense, c'est qu'à partir des années 2010, ces notions sont entrées en politique de manière beaucoup plus forte par l'aspiration démocratique et en devenant une notion qui doit signifier, qui prend sens pour nous tous. Au cœur de ce sens, il y a par exemple des luttes pour un État civil contre des systèmes confessionnels. Et cette lutte pour les États civils, elle met au centre, par exemple, les mouvements des femmes ou les mouvements féministes et la question d'une lutte pour une politique de la famille, de l'intime, qui relève de choix qui doivent se faire dans l'ordre du civil. Elle est aussi au cœur d'une critique d'un système partisan, peut-être une question plus délicate à comprendre et plus, en tout cas, délicate à mettre en œuvre, sauf à tendre vers quelque chose qui serait du populisme. Mais il me semble que c'est important de réfléchir dans nos sociétés aux liens qui s'établissent ou qui se
détisse ou se retisse entre les partis, en tout cas les organisations politiques, et les sociétés civiles. Si ça a été formulé sous la forme d'une opposition au système partitaire, c'est aussi parce que cette notion de civil, de madani, a été manipulée, bien souvent manipulée au service de pouvoirs autoritaires. C'est aussi une notion qui s'oppose à la question de la violence et de la violence sociale, cette fois-ci pas simplement sous la forme ou sous l'incarnation militaire, mais sous la forme d'une pacification des liens entre les différentes communautés, disons. Donc les ambiguïtés fortes dont elle est chargée la notion de société civile restent présentes, et je pense que c'est ça qui continue à devoir être travaillé, même lorsqu'on essaye, par exemple, de mettre les sociétés civiles au pluriel. Et je crois qu'une partie de notre travail ici, le mien là où je suis, et peut-être le vôtre là où vous êtes dans les différentes parties du continent, est d'être chacun et chacune, de chercher à déployer ces notions pour leur donner du sens, pour leur redonner aussi de la capacité, et en un mot, de ne pas avoir peur de leur donner du pouvoir, en les articulant d'abord et avant tout à la question des droits, et à une vision toujours plus riche des sociétés que nous habitons et dont nous sommes une part infime ou plus ou moins grande. Je vous remercie de votre attention.